Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de rejoindre Je sais tes podcasts. Nous voilà déjà au 8e jour de l'US Open. Ça y est, le nom de tous les quarts de finalistes sont connus chez les hommes et chez les dames et on n'y retrouve que des têtes de série, sauf une joueuse chez les dames, l'ovni de ce dernier grand chelem de l'année, Karolina Muchova, dont le conte de fées se poursuit après sa très longue absence sur le circuit. Que s'est-il passé dans les huitièmes de finale de la soirée lundi? On voit tout ça en compagnie de mon fidèle ami et journaliste David Dessourou, qui m'accompagne quotidiennement depuis le début de cette US Open. Salut David, sois le bienvenu. Merci d'être au rendez-vous. Salut Christelle, avec grand plaisir, merci à toi. Alors j'en parlais il y a un instant, Karolina Muchova, 52e mondiale, ma grande chouchoute de cette US Open. Elle s'est qualifiée hier soir en éliminant Yasmine Paolini sur un double 6-3. Je vous rappelle que la Tchèque de 28 ans, finaliste à Roland-Garros l'année dernière, avait aussi atteint les demi-finales à l'US Open. Elle avait été battue par Coco Gauff, futur vainqueur, mais suite à une blessure au poignet droit, tout de suite après, Muchova a dû quitter le circuit et ce pendant 10 mois pour se faire opérer. Elle est de retour depuis le mois de juin et le tournoi d'Eastbourne et elle signe là un magnifique US Open. Et l'excellent pourcentage de Mukova au premier service a fait la différence dans ce match, vu que la Tchèque a passé 82% de première balle et puis évidemment son splendide jeu vers l'avant au filet a porté ses fruits avec 79% de points gagnés face à une Italienne qui, rappelons-le, a été finaliste cette année à Roland-Garros mais aussi à Wimbledon. Karolina Muchova a expliqué à l'issue du match qu'il fallait varier, changer de rythme face à l'Italienne Paolini, que comme elle était petite, 1,63 m, il fallait chercher les angles au service, ce qu'elle avait très bien réussi à faire pour remporter facilement ses mises en jeu. Elle a également ajouté qu'elle avait très bien géré les moments tendus. Elle est impressionnante depuis le début de la quinzaine, Karolina Muchova. C'est vraiment une grosse perf pour elle, parce que Jasmine Paolini, on ne l'a peut-être pas encore intégrée totalement, mais c'est une joueuse qui a fait son entrée dans le top 10 mondial. Là, elle est virtuellement quatrième mondiale, derrière Swiatek, Sabalenka et Rybakina, puisque Gauff a perdu sa place dans le top 4. Je regardais un peu ce matin, et Coco Gauff, elle est virtuellement sixième, après sa défaite face à Emma Navarro. Emma Navarro qui, elle, atteindra son meilleur classement après cet US Open, vu qu'elle est actuellement dixième. Ouais, les Américaines en force dans le top 10. Karolina Muchova est également la seule joueuse du tableau féminin qualifiée pour les quarts de finale à ne pas être tête de série. Elle rencontrera au prochain tour la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, qui est venue à bout de Caroline Wozniacki hier soir. Et c'est un match que j'ai suivi, David, de bout en bout, et qui était vraiment palpitant. D'un côté, Caroline Wozniacki, ex numéro 1 mondial, classée 71e aujourd'hui, 34 ans, la joueuse la plus âgée du tableau, 2 fois finaliste à l'US Open et qui a fait son retour en 2023 après 2 grossesses et 3 ans et demi d'arrêt. Elle est revenue brillamment à la compétition dès son premier tournoi à Montréal en 2023. Et déjà 8e de finaliste l'an dernier, éliminée par Coco Gauff, la future vainqueur. Elle tentait hier d'atteindre son 11e quart de finale en Grand Chelem, son 6e à l'US Open. En face d'elle, la brésilienne Haddad Maia, 21e joueuse mondiale, demi-finaliste à Roland-Garros l'an dernier, et qui, elle, en revanche, disputait son tout premier huitième de finale à l'US Open en 4 participations. Une joueuse, Haddad Maia, qui n'est pas spécialement populaire sur le circuit, parce qu'il y a quelques années, un contrôle antidopage positif lui avait valu une suspension. Depuis, elle fait de belles choses, mais c'est vrai que parfois, elle peut avoir des attitudes qui font polémique. Je ne sais pas si tu as vu ça lors de son match précédent contre Kalinskaya, mais une de ses balles a doublé. Ouais, Et alors, elle nous a fait une Jack Draper. exactement. Et en fait, à la vidéo, on voit que la balle a doublé. Tout le Ouais. stade le voit. Alors, on ne comprend pas très bien par quel mystère de l'arbitrage électronique le point lui est quand même accordé. Enfin, c'est une erreur d'arbitrage, puisque l'arbitrage électronique lui montrait Mhm. sur le grand écran qu'elle avait C'est dingue. clairement doublé. Tout le monde l'a vu. Mais elle, l'arbitre lui accorde le point. Alors, je trouve qu'elle aurait pu avoir la délicatesse de faire rejouer le point, mais non, elle a fait semblant de rien, elle l'a pris.
C'est vrai que ce ne sont pas, des attitudes, qu'on encourage. Elle a peut-être, eu des leçons, tu le disais avec, Jack Draper qui a fait la même chose, mais ça manque un peu d'élégance quand même. Ouais, c'est clair, ça ne l'honore pas, hein. Et pour revenir à ce match, bah, Haddad Maia, on le sait, hein, c'est une joueuse qui a de la taille, hein, 1,85 m, gauchère, un gros premier service, des frappes très liftées, mais à la fois liftées, mais il y a aussi beaucoup de rythme. Face à une Caroline Wozniacki qui, elle, joue vraiment en rythme, hein. C'est une métronome qui, depuis sa ligne de fond de cours, elle est moins puissante qu'Haddad Maia, et donc, elle est très bonne contreuse. Et donc, bah, hier, elle devait trouver des solutions, hein, pour se montrer précise et surtout bah, essayer de ne pas se faire agresser par les grosses frappes venant d'en face. Haddad Maia, elle, par contre, bah, elle devait davantage trouver des angles, hein, pour déborder une Wozniacki sur sa ligne de fond. Oui, c'est ce qu'elle est parvenue à faire dans le premier set, même si le début du match a été super disputé. Après 2 jeux, on jouait déjà depuis 16 minutes. Mais la brésilienne avait toujours le dernier mot en termes de puissance, donc elle a empoché le premier set 6-2. Wozniacki s'est ensuite super bien reprise en se montrant beaucoup plus offensive, plus agressive pour revenir à un set partout, 6-3. Et puis, dans la manche décisive, Wozniacki était un peu à court de jus, hein, après avoir beaucoup donné physiquement dans le deuxième set. Elle est plus toute jeune, son second service était aussi assez lent, ça lui a fait perdre pas mal de points. Et puis, les services en revanche au corps, de la brésilienne et ses balles lourdes ont fait mal à la danoise. 40 coups gagnants au total, même, si, au final la brésilienne a quand même tremblé. Elle a eu beaucoup de mal, pour conclure, ce match. Les 2 joueuses étaient vraiment, touchées physiquement. Je crois qu'il y a eu plus de 2h40 de jeu. Et Haddad Maia, a terminé avec un tout petit service, après avoir manqué 2 balles de match, dont une splendidement sauvée par, Wozniacki, qui est allé vraiment, essayer de mettre ses dernières forces dans la bataille au courage. Donc voilà, c'était vraiment un match très agréable à suivre. Score final 6-2, 3-6, 6-3 pour la brésilienne Haddad Maia. Ouais, comme quoi, Christelle, il n'y a pas que nous, hein, qui poussons ce petit service sur une balle de match. Comme quoi, même Tu as vu cette balle de match? Elle sert, mais à du ouais, 2. à Elle du a 2 un à espèce l'heure, de ouais. Et comme quoi, bah, même une fille classée à la 20e place mondiale bah, peut trembler au moment de conclure un match, hein, c'est dingue. Et Haddad Maia, elle a un point commun avec moi pour la petite anecdote. C'est une grande fan de Gustavo Kuerten, hein, Guga, et son légendaire cœur sur le terrain de Roland Garros. Il m'a procuré, moi, à l'époque, énormément d'émotions, le sympathique Guga. Et donc, Haddad Maia, bah, elle est fan aussi de son compatriote, hein, qui ne l'est pas, et qui, elle devient par la même occasion la deuxième joueuse brésilienne, donc après Kuerten, à atteindre les quarts de finale à l'US Open. Chez les dames, la dernière fois, c'était une dénommée Maria Bueno en 1968. Alors plus tôt dans la soirée, Jessica Pegula, tête de série numéro 6 dans cette US Open, a été la première à se qualifier pour les quarts de finale en battant, Diana Schneider, 20 ans, la femme au bandana. 6-4, 6-2 pour Pegula, qui a remporté 80 de balles derrière son premier service contre 59 pour la Russe. C'est ça qui a fait vraiment la différence. Diana Schneider, donc qui n'est autre que la fille d'un ancien boxeur, bah, elle n'a vraiment pas ménagé ses efforts du fond du court, hein, en déployant toute sa puissance sur ses retours notamment. Mais voilà, la Russe, tu l'as dit, 20 ans, c'était la plus jeune joueur encore en lice, hein, dans le tableau féminin. Bah, elle a tout simplement pas su résister à la pression sur le service puissant de son adversaire. Pegula d'ailleurs a converti 5 de ses 10 occasions de break en 1h27 minutes. Et Jessica Pegula a analysé sa performance après le match en conférence de presse. Elle a dit: «J'ai l'impression que je me déplace beaucoup mieux sur le terrain, que je suis capable de me faire déborder sans pour autant être en retard sur la balle, ce qui me semble très important. Je suis capable d'aller dans les coins et d'être toujours agressive avec mes coups et aussi de bien varier en sliçant des 2 côtés. Je trouve que c'est important de maintenir la pression sur l'adversaire. Avec la façon dont les filles se déplacent aujourd'hui, il faut continuer à être plus rapide et plus fort». Voilà, analyse très lucide, de Jessica Pegula. Très lucide, et maintenant l'américaine va avoir un défi de taille vu qu'elle va devoir se montrer plus rapide et plus forte que Iga Swiatek, hein, la lauréate de ce tournoi en 2022.
Et pour Pegula, elle rêve tout simplement de prendre sa revanche du quart de finale il y a 2 ans. Donc, Ouais et la polonaise devra se méfier, hein, d'une Jessica Pegula en feu, en pleine confiance, qui impressionne depuis le début de l'été. Elle en est à 13 victoires sur ses 14 derniers matchs. Vainqueur, je vous le rappelle, au Masters de Toronto. Sa seule défaite est survenue contre Aryna Sabalenka. C'était lors de la finale de Cincinnati. Et elle n'a pas encore perdu un seul set dans ce tournoi-ci. Les quarts de finale, c'est la deuxième fois que Jessica Pegula les atteint à l'US Open en 3 ans, la septième fois de sa carrière en Grand Chelem, mais c'est un plafond de verre pour l'américaine de 30 ans, 0 sur 6. Elle n'a jamais réussi à franchir le cap des quarts de finale en Grand Chelem, une forme de malédiction qu'elle aimerait bien évidemment lever définitivement. vraiment à l'image de Roublev, hein, dont on parlait hier, on peut un peu les comparer à ce niveau-là. Et en tout cas, l'américaine est consciente du défi de taille, hein, qui est devant elle. Elle s'est prononcée en conférence de presse, hein, après sa victoire contre Diana Schneider. Elle a déclaré: «Je me dis toujours qu'il faut que je gagne le match pour aller en demi-finale et que tout sera réglé.» Iga Swiatek mène 6-3 dans leur confrontation directe. Mais ce qui est bien pour Pegula, c'est qu'elle pourra se dire que les 3 fois où elle est parvenue à battre la numéro 1 mondiale, c'était sur surface dure. Donc elle doit vraiment s'appuyer sur ça. Gagner sur surface dure, elle en est capable, elle l'a montré. La dernière fois, c'était à Montréal en 2023 et l'américaine s'était imposée en 3-7. Et en tout cas, Iga Swiatek, elle non plus, hein, n'a pas perdu un seul set sur ses premiers tours à l'US Open. Hier soir, lundi, lors de son 100e match en simple en Grand Chelem, elle a battu Ludmila Samsonova 6-4, 6-1 dans un match qui n'a été serré que dans la première manche. Dans ce 8e de finale, Swiatek a remporté 88% des points sur son premier service, ce qui est nettement plus élevé que les 55% de Samsonova. 83% de points ont été remportés par la Polonaise au filet également. J'ai l'impression qu'elle commence à jouer de plus en plus vers l'avant, Iga Swiatek, et c'est peut-être ce qu'elle va montrer en quart de finale. En tout cas, dans ce match contre Samsonova, c'est vraiment dans le premier set, hein, que tout s'est joué. Aucune des deux joueuses ne perdait son service. Un peu, on se serait vraiment cru, j'ai envie de dire, dans un match masculin. Puis dès le début du deuxième set, Swiatek s'est installée dans son jeu de service, hein. Elle a pris le match en main, remportant 13 des 14 premiers points et s'adjugeant 56% des points grâce à un bon retour. Donc elle est montée en puissance sur ce match et elle a confirmé que c'était une joueuse très très solide qui n'est pas numéro 1 mondial avec un bon bagage d'avance sur Sabalenka par hasard. Ouais, et Swiatek compte désormais 83 victoires en Grand Chelem pour 17 défaites seulement. Ce mercredi soir, 2 quarts de finale du bas de tableau sont au programme à l'US Open entre l'autre américaine encore en piste, Emma Navarro, tombeuse, hein, je vous le rappelle, de Coco Gauff. Elle jouera face à Paola Badoza, la revenante. Ce sera aux alentours de 18h ce mardi soir. Les deux joueuses, Paola Badoza et Emma Navarro, se sont rencontrées cette année. C'était sur terre battue et Badoza l'a emporté en 3-7. Et chez les dames, ce sera le premier match de la Night Session. Le deuxième quart de finale opposera la chinoise Qinwen Zheng, dernière lauréate des Jeux Olympiques, hein, ici à Paris, à Aryna Sabalenka. Donc c'est le premier match de la Night Session. On devrait tourner aux alentours de 1h du matin chez nous. Il faut savoir que la Bélarusse a déjà battu 2 fois la chinoise en Grand Chelem. C'était l'année passée au même stade, donc en quart de finale de l'US Open. Et puis cette année, on s'en rappelle tous, hein, en début d'année, Sabalenka avait remporté l'Australian Open en battant en finale une Zheng qui avait atteint sa première finale de Grand Chelem. Donc on verra si ta favorite tient son rang, hein, David, Ah, je croise les Sabalenka. doigts. Je croise les doigts. Ben, je regarderai en tout cas, je vais me lever parce que ce Sabalenka Zheng, ah, il faut voir, hein, parce que 2 fois, elle s'est fait battre Zheng en Grand Chelem. Ici, Sabalenka, est quand même, très affûtée pour cet US Open. Donc à mon avis, c'est Sabalenka, qui va gagner. Mais, moi je ne sais plus qui j'avais dit. J'avais dit Swiatek? Je pense, mais c'est fou, hein. Est-ce que c'est l'âge ou on perd la mémoire, en fait, hein? Ouais, je sais plus, ce que j'avais dit. Alors chez les hommes, le numéro 1 mondial, Yannick Sinner, était aussi en piste hier soir, grandissime favori, hein, de cet US Open.
Après les éliminations d'Alcaraz et de Djokovic, il a tenu son rang cette nuit face à Tommy Paul dans l'ambiance survoltée d'une night session sur le court Arthur Ashe. L'Italien a dû s'employer pour venir à bout de l'Américain 7-6, 7-6, 6-1 en 2 h 42 minutes. L'Américain n'avait clairement plus de jus dans le troisième set, mais il faut dire que ça a vraiment été un match d'une grande intensité. Très beau match, de gros premiers sets. Et avec ce succès, Sinner est surtout désormais le seul joueur, rends-toi compte, à avoir atteint cette année les 4 quarts de finale des 4 tournois du Grand Chelem. Donc c'est impressionnant et manifestement, même s'il a eu un peu de mal à rentrer dans son tournoi avec cette perte du premier set contre Mackenzie McDonald, depuis lors, tout va bien pour lui et il monte en puissance. Vainqueur du Oui. Masters 1000 de Cincinnati, l'Italien reste sur une série de 9 victoires consécutives, donc vraiment preuve supplémentaire qu'il est le joueur de cette saison 2024. Il n'a perdu que 6 fois en 58 rencontres disputées. C'est impressionnant, franchement. Et l'affrontement que tout le monde attendait aura donc bien lieu, hein. Sinner va retrouver mercredi en quart de finale Daniil Medvedev, qu'il a battu en 5-7 en finale du dernier Australian Open pour remporter son premier titre du Grand Chelem. Le Russe, tête de série numéro 5, hein, n'a éprouvé aucune difficulté, on peut le dire, vraiment à venir à bout du Portugais, hein, Nuno Borges, 34e mondial, et pour qui c'était, il faut le rappeler aussi, un premier huitième de finale en Grand Chelem. Mais bon, voilà, à l'arrivée, il n'y a pas eu match. Le joueur coaché par le Français Gilles Servarin, que tu as eu aussi l'occasion de recevoir dans ton podcast il y a 2 ans, n'a mis que 1 h 51 pour affliger une correction à Borges. Score final 6-0, 6-1, 6-3. Emballé pesé. Oui, et Medvedev était pourtant arrivé sans aucune certitude à New York. Il avait été éliminé dès son entrée en lice à Montréal par Davidovich Fokina et pareil à Cincinnati, sorti par le Tchèque Lejka, mais dans une ambiance chaude qu'il affectionne tout particulièrement. Le 5e mondial prouve qu'il n'a pas remporté par hasard ce Grand Chelem en 2021, c'était déjà il y a 3 ans, et il est maintenant en quart de finale à New York pour la 5e fois en 6 participations. J'ai l'impression que je joue mieux dans les grands chelems que dans les autres tournois. Voilà ce qu'il a dit au micro de Nick Kyrgios après le match. Je suis arrivé ici avec beaucoup d'envie, même si je savais que les 2 derniers tournois n'avaient pas été super. J'avais vraiment hâte de retrouver New York. On y est, nous y voilà. Sinner et Medvedev se retrouveront ainsi déjà pour la 13e fois. Medvedev mène 7-5 dans leur confrontation, mais si on ne s'en tient qu'à 2024, Sinner est devant avec 2 victoires à l'Australian Open et demi-finale à Miami aussi. Pour une défaite, c'était à Wimbledon en quart de finale. Donc, va-t-on encore assister à une rencontre en 5-7 comme ce fut le cas à l'Australian et à Londres? Les fans de tennis, à nous en premier, Christelle, on l'espère, mais ce match promet vraiment. C'est pour moi la grosse affiche de ces quarts de finale. Ouais. Clairement, ne m'invitez pas mercredi soir, je suis occupée. Et un autre huitième de finale du haut de tableau, disputé lundi a été expéditif et ça, c'est étonnant. Le Britannique Jack Draper a découpé littéralement en rondelles le Tchèque Thomas Mačák, exactement comme il l'avait fait avec David Goffin au tour précédent. Merci Jack pour la vengeance. Et sur exactement en plus le même score, 6-3, 6-1, 6-2. Cette fois, c'est Thomas Mačák qui s'est incliné, mais on ne s'attendait pas à un match autant à sens unique. Non, pas du tout, parce que d'autant plus que les Mačák et Draper arrivaient dans ce quatrième tour avec une stat impressionnante, à savoir qu'ils n'avaient ni l'un ni l'autre perdu un seul set sur leurs 3 premiers tours. Et encore plus impressionnant, Jack Draper n'avait perdu qu'une seule fois son service depuis le début du tournoi, là où Mačák l'avait perdu 4 fois. Et pourtant, c'est Draper qui a confirmé qu'il était très très fort sur son engagement dans ce tournoi, puisque Mačák a eu 6 balles de break et il n'a réussi à en convertir aucune. C'est vraiment là que tout s'est joué en tout cas. Et à 22 ans, Jack Draper rejoint donc les quarts de finale d'un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière. Lui qui était déjà en huitième de finale l'année dernière à New York. Et en plus, il a fait tout ça sous les yeux d'Anna Wintour, qui était dans les tribunes, qui le regardait. Donc, Jack Draper sous le feu des projecteurs. Puis Jack Draper, on est encore loin de tout ça, hein, mais il peut rêver d'égaler Andy Murray, hein, qui, rappelle-toi, a remporté son premier Grand Chelem à New York.
C'est loin, hein, c'était déjà il y a déjà 12 ans, hein, vu que c'était en 2012. Mais à ce moment-là, bah, déjà, Andy Murray était devenu le premier Britannique à remporter un titre du Grand Chelem en simple messieurs, en tout cas depuis Fred Perry, encore plus loin, 1935. Bon, l'ami Jack a encore un long parcours à faire pour égaler Andy Murray et Fred Perry, mais en tout cas, au moment où on se parle, bah, il peut toujours rêver de cela. Oui, il va devoir commencer par déjouer les pronostics contre le métronome qu'est l'Australien Alex de Minaur, installé maintenant dans le top 10 mondial depuis un petit moment et vainqueur en 4 sets de son compatriote et ami Jordan Thompson. Il a pris d'ailleurs cher de Jordan Thompson au premier set, 6-0, et puis il a un peu relevé la tête. Il a réussi à empocher le deuxième set 6-3, mais après Alex de Minaur a appuyé sur la pédale d'accélérateur 6-3, 7-5. Thompson qui aura dû attendre ses 30 ans pour atteindre le meilleur classement de sa carrière avec cette 30e place mondiale, mais il signe une saison 2024 absolument fabuleuse et bravo vraiment à cet Australien. En début d'année, c'était en février, oui, il a notamment remporté le tournoi l'ATP 250 de Los Cabos, où il avait battu quand même des joueurs comme Zverev, Rude. Et avant cela, pour la petite histoire, il s'était même imposé à Brisbane en quart de finale contre Rafael Nadal. Il a aussi été demi-finaliste au Queens et également finaliste à Atlanta. Donc vraiment une année 2024 où il a excellé Jordan Thompson. Ouais. Et à New York, il a réalisé un beau parcours, hein, puisqu'il a battu des joueurs comme Urcax au deuxième tour, puis Matteo Arnaldi, avant de tomber contre des minors qui mènent désormais 5-1 dans leur confrontation directe. Pour Thompson, cette US Open n'est pas terminée en plus, puisqu'il est encore engagé en double messieurs, où avec son partenaire Max Purcell, ils défieront aujourd'hui les têtes de série numéro 1, Marcel Granollers et Horacia Zeballos. Donc l'histoire pourrait encore se poursuivre pour lui. Pour des mineurs, il faut souligner, il a déjà été quart de finaliste cette année à Roland-Garros et à Wimbledon, hein, le petit ami de Katie Boulter. Donc ici, bah, il a une réelle chance d'atteindre la première demi-finale de sa carrière en Grand Chelem. Mais de manière plus générale, il faut vraiment, Christelle, souligner le très bel US Open, hein, des Australiens, vu qu'on comptait 3 Australiens en huitième de finale, à savoir bah, De Minaur et Thompson, on vient d'en parler. Mais il ne faut pas oublier Popyrin, hein, qui a sorti Novak Djokovic en 16e de finale avant d'être battu en 8e par Tiafoe, comme on en a parlé dans notre podcast de lundi. Et stat intéressante, vraiment, la dernière fois que 3 Australiens s'étaient retrouvés en 8e de finale d'un Grand Chelem, c'était plus arrivé depuis bien longtemps, vu que, d'ailleurs, je n'étais pas né. Ça remonte à Roland-Garros 1985 et les 3 Australiens concernés se nommaient Pat Cash, John Fitzgerald et Willie Mazur. Bah, moi, j'étais née, David. Alors, comme chez les dames, bien ce mercredi, verra les 2 premiers quarts de finale se tenir sur le court Arthur Ashe. Pour les hommes, Taylor Fritz et Alexander Zverev s'affronteront juste après la rencontre entre Badoza et Emma Navarro. En night session, on aura Grigor Dimitrov face à Francis Tiafoe qui tentera d'égaler son meilleur résultat à l'US Open. C'était cette demi-finale perdue en 2002 face à Carlos Alcaraz. Et les États-Unis surfent sur la balle, vu on en parle dans tout le pays, ça fait vraiment la une de tous les quotidiens. Voir un Américain en finale, ça peut le faire. Ça n'était plus arrivé aussi depuis bien longtemps, puisque le dernier Américain à avoir atteint la finale de cette US Open remonte déjà à 2006 avec Andy Murray. Andy Murray, moi, c'est l'autre Andy, pardon, Andy Roddick, qui s'était incliné en finale face à notre chouchou à tous les deux, Christelle, Roger Federer. Et le même Roddick, 3 ans avant, donc en 2003, lui avait remporté cette US Open, cette fois en finale contre Juan Carlos Ferrero, hein, qui n'est autre que l'actuel coach de Carlos Alcaraz. Roddick, il est un peu le Noah français à Roland-Garros. Ça fait maintenant, si je calcule bien, 21 ans que les États-Unis attendent de voir un de leurs joueurs s'imposer en simple masculin en Grand Chelem. 21 ans, ça fait un bail. Hein. Et pourtant, ils ont quelques bonnes pépites, hein, dans leur contingent, les Américains. Mais, écoute, on a fait le tour, hein, de ce qu'il fallait dire sur ces tableaux, masculins et féminins. On va refermer ce podcast en parlant de quelques résultats belges. Sander Gille et Hélène Pérez ont malheureusement dû déclarer forfait
avant leur quart de finale du double mixte à l'US Open lundi. Sander souffre d'une blessure abdominale. Espérons qu'il sera bien à 100% de ses capacités pour Bologne, puisque, comme vous le savez, la Coupe Davis débute dès mardi prochain. Ce sera le premier match entre la Belgique et la Hollande. Donc, espérons qu'il soit remis, parce que ça, ce serait vraiment une sacrée tuile pour l'équipe belge et pour Steve Darcy. Mais donc, la paire américaine, Grant Kovacevic, contre qui il devait jouer, passe en demi-finale sans monter sur le terrain. Nous avons par contre encore une joueuse belge à New York, et pas n'importe qui, la jeune Jelen van Drom. Oui, Jelen van Drom, hein, qui s'est imposée au premier tour dans le tournoi junior face à une très très jeune joueuse, hein, Ksenia Efremova a 15 ans, Jelen a 16 ans, donc c'était vraiment une belle bataille entre deux joueuses prometteuse et à en devenir. Donc score final 7-6, 7-6. Notons que Jelen van Drom jouera son deuxième tour contre l'Italienne Basiletti. Je vous rappelle que cette jeune brugeoise, donc 16 ans comme je viens de le dire, est un réel espoir du tennis belge. Septième meilleure junior du monde. Elle a aussi remporté, on en a beaucoup parlé, en juin dernier, la Street Bowl. Elle était la première à réaliser cette performance depuis Dominique Monami en 1991. Et Van Drom, donc qui est une brugeoise, elle est vraiment en train de faire une magnifique saison, vu qu'elle a réussi à rejoindre les quarts de finale à Roland-Garros, donc sur terre battue, et elle a récidivé en étant quart de finaliste à Wimbledon sur gazon cette année. Pour ski, il faut quand même le souligner, c'était ses premiers tournois en Grand Chelem. Et elle avait croisé la route de Kim Clijsters d'ailleurs à Wimbledon, très fière et très impressionnée par son idole. Donc une belle carrière se profile pour Jelen van Drom. On est ravis qu'elle ait rejoint le deuxième tour de cette US Open. C'est sur cette bonne nouvelle qu'on va se quitter. David, merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. J'espère que vous appréciez ces comptes rendus quotidiens. N'hésitez pas à nous glisser un petit mot sur nos réseaux sociaux pour nous partager votre avis et nous laisser un petit commentaire sur YouTube ou ailleurs. Ça nous fait toujours plaisir. Je te remercie David, je te fixe déjà rendez-vous demain matin pour le débrief de ces superbes affiches qui nous attendent ce mardi soir. Merci Christelle, à demain en forme. Ciao, ciao.